Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Meet the Expert, le rendez-vous où les experts te donnent leurs conseils pour réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Benjamin qui est responsable des projets RH au sein de Canal+ et qui va nous parler d'engagement en entreprise. Bonjour Benjamin, Bonjour Louisa. comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va bien, j'imagine que là tu es en télétravail, alors comment s'organisent tes journées? Ouais, tout à fait. Depuis 2 mois en télétravail, comme beaucoup de gens. Mm, mm. Alors les journées, elles se ressemblent un peu parce que j'ai essayé assez vite d'adopter des petits rituels de travail pour me mettre dans les meilleures conditions possibles pour rester concentré et focus sur les projets. Ouais. Après, sur les agendas, tu sais, dès que tu fais de la gestion de projet, tu as des agendas bien remplis avec beaucoup de réunions. Donc, on a l'occasion d'utiliser plein d'outils à distance. Voilà, c'est assez sympa et puis on s'y fait. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'engagement en entreprise, mais plus précisément de quoi dépendent ces engagements, comment être force de proposition, s'engager quand on est collaborateur et surtout quels sont les avantages pour les salariés qui souhaitent s'engager. Avant d'entrer dans le vif du sujet, chez vous, sachez que vous pouvez retrouver davantage de contenu en nous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Avant d'entrer, comme je disais, dans le vif du sujet, Benjamin, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours universitaire et professionnel? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai un parcours qui ne me prédisposait pas à faire des ressources humaines puisque j'ai commencé par faire de la recherche. J'ai fait de la recherche en littérature, en philosophie. Mhm. Voilà, donc j'ai eu un master dans ces disciplines-là au sein de l'université Paris 4, Sorbonne. Et puis à l'issue de ces masters, je me suis réorienté vers les ressources humaines par intérêt puis par passion. J'ai fait un master en ressources humaines qui m'a conduit à occuper différents postes. Voilà, j'ai commencé par des postes opérationnels assez classiques dans la fonction RH puisque j'ai débuté par du recrutement. Et puis assez vite, je suis monté, comme je dis, sur des postes de responsable de projet. Et je me suis découvert une passion pour la gestion RH qui a l'avantage de permettre de toucher à tous les champs de la fonction RH et notamment le champ qui nous rejoint aujourd'hui, qui est le champ de l'engagement des collaborateurs. Alors, Voilà, donc Non, ouais, vas-y, vas-y. excuse-moi. Donc, j'ai rejoint le groupe Just Canal+ depuis un an et demi, Mhm. sur une fonction de responsable des projets RH avec plusieurs sujets en périmètre et notamment un sujet assez riche qui est le sujet de la politique diversité et inclusion du groupe Canal+, qui m'amène à être souvent en relation avec des partenaires associatifs ou avec des collaborateurs qui souhaitent s'engager. Merci Benjamin. Et lorsque l'on parle d'engagement en entreprise, qui peut être un terme large, de quoi parle-t-on exactement? Alors, c'est vrai que le terme, il est un peu large et il peut avoir ce côté un peu fourre-tout. On Mm. peut comprendre tout et n'importe quoi dans l'engagement. Je pense qu'il est important de bien le redéfinir. S'engager en entreprise, c'est se mobiliser sur un sujet, se mobiliser sur un projet en lien avec des valeurs, en lien avec des convictions. Moi, j'ai une formation de lettres, hein, je te l'ai dit, donc Mm. j'aime bien l'étymologie, j'aime bien revenir au sens des mots. L'idée d'engagement, c'est contracter un engagement. C'est s'engager sur un sujet pour avancer sur ce sujet et faire avancer ce sujet. Et l'idée vraiment de s'engager en entreprise, c'est ça. C'est comment sur un sujet donné, je peux mobiliser ma créativité, mes compétences pour faire avancer une cause, des valeurs ou des projets qui vont avoir un impact social, sociétal, par exemple. Euh, de façon plus concrète maintenant, puisque si on revient un peu au concret, hein, comment est-ce que je m'engage en entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire s'engager en entreprise? Moi, aujourd'hui, j'identifie 3 champs pour les jeunes qui rejoignent une entreprise, qui souhaitent s'engager. Le champ le plus évident, parce que c'est celui qui fait le plus parler de lui, c'est le champ de la RSE, Mhm. c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un champ qui peut souvent avoir des actions en lien avec l'impact environnemental de l'entreprise. De façon assez immédiate, c'est ce qu'on identifie comme action. Le deuxième champ sur lequel on peut s'engager en entreprise, c'est euh, tout ce qui est en lien avec les politiques diversité, inclusion de l'entreprise, Mhm. qui sont des politiques qui vont traiter d'un certain nombre de sujets, de la place des femmes dans l'entreprise par exemple, mais aussi dans la société, de la question du handicap, de la santé dans l'entreprise, de l'inclusion des personnes LGBT, ou encore de la question de l'égalité des chances et de tout ce qui concerne la façon dont on peut favoriser l'insertion dans l'emploi de différents publics. Aujourd'hui, vous avez quand même énormément d'entreprises qui ont des politiques structurées sur ces sujets-là, sur lesquelles n'importe quel collaborateur peut s'engager.
Ça, c'était le deuxième champ. Et puis, il y a un troisième champ que j'identifie pour qu'on puisse s'engager en entreprise quand on rejoint la boîte en tant que jeune étudiant en alternance ou même sur son premier poste. C'est toutes les actions solidaires. Et là, les actions solidaires, c'est un peu tout le reste. C'est souvent porté par les services comme la communication du groupe ou comme le mécénat, si vous êtes dans un grand groupe qui a un service de mécénat. Et c'est des actions qui vont souvent avoir lieu en partenariat avec des associations qui préexistent, sur lesquelles on peut plus facilement peut-être s'engager, puisque c'est des actions qui sont déjà bien structurées. Est-ce que dans ces 3 catégories que tu viens de nous décrire, tu mets aussi les projets pro bono dedans? Ouais, tout à fait. Alors, la question du pro bono, elle est vraiment intéressante parce que c'est très à la mode déjà, on en entend beaucoup parler. Le pro bono, il peut s'appliquer sur chacune des catégories que j'ai évoquées. En fait, peut-être qu'on peut redéfinir le pro bono. L'idée du pro bono, c'est je vais donner une partie de mon temps de travail à une association. Donc, je suis salarié, je suis en poste et une demi-journée ou une journée va être consacrée à un projet associatif. Ça peut prendre une forme assez fréquemment de mécénat de compétences, c'est-à-dire que, imaginons que je sois spécialiste en marketing, je vais pouvoir faire une mission auprès d'une association qui a des besoins en marketing. Et le pro bono, en fait, ça s'est beaucoup développé ces dernières années, puisque ça permet quand même aux entreprises de mobiliser leurs collaborateurs sur des sujets voilà, avec un fort impact social, sociétal, de leur permettre de s'engager, tout en ayant une infrastructure des projets qui est supportée quand même plutôt par les partenaires associatifs ou par les… vous voyez, il y a des organismes qui font l'intermédiaire entre les entreprises et les associations. Donc, c'est quelque chose qui se développe beaucoup et qui a un moyen d'engagement assez facile. Tu en parlais tout à l'heure déjà un petit peu, mais de quoi dépendent les engagements d'une entreprise? Je pense à ça parce que tu m'avais aussi parlé de la loi Pacte. Je pense Tout à fait. Ouais. peut-être nous expliquer. Oui, tout à fait. Alors, la loi Pacte, c'est une loi qui a 3 ans, enfin 2 ans, qui était une des premières lois du quinquennat du président Macron, qui a modernisé pas mal de choses dans le rapport au travail. En fait, la nouveauté en ce qui nous concerne sur cette notion d'engagement avec la loi Pacte, est apparu le concept de raison d'être des entreprises. Et en fait, vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont déclaré avoir une raison d'être. Donc, c'est au-delà de mon intérêt économique en tant qu'entreprise, quel est l'impact que j'ai sur l'écosystème dans lequel j'évolue, sur le monde dans lequel j'ai des activités. Et en fait, cette raison d'être, elle va conditionner souvent les valeurs et les engagements des entreprises. C'est ça ça a aussi conduit ces dernières années à ce que les entreprises structurent vraiment leurs valeurs, leurs engagements et la manière dont elles permettent à leurs collaborateurs de s'engager. C'est cette loi Pacte de 2018. Si je prends un exemple concret, vous voyez, moi je travaille chez Canal+ aujourd'hui, on est une entreprise de médias. Typiquement, les engagements d'un groupe comme Canal+, on va plutôt avoir des engagements qui vont être en relation avec le monde de la culture, avec le monde des médias. Et si on prend un exemple, ça va être comment est-ce qu'on permet à des jeunes qui sont peut-être un peu loin de la culture ou qui n'ont pas un accès aussi facilité à la culture que d'autres, d'accéder à à cette culture-là. Et en fait, la plupart des entreprises essayent quand même de conditionner leurs engagements et leurs valeurs à leur activité, en tout cas de les rapprocher. Tu disais c'est les entreprises qui définissent ça. Précisément, quelles sont les personnes qui décident des engagements? Parce que là, tu disais que les engagements étaient plutôt basés sur les valeurs. On peut imaginer peut-être que ça dépend aussi des partenaires d'une entreprise. Qui décide du moment où un engagement est acté? Alors, ça va vraiment dépendre des entreprises. Aujourd'hui, il y a quand même un trio d'or dans les entreprises qui réfléchissent à ces sujets et qui essayent de les structurer. Vous avez 3 fonctions essentiellement. Vous avez les directions RSE qui sont apparues dans la plupart des grands groupes. Alors, il y a encore beaucoup de PME qui n'ont pas de direction RSE et pas de fonction RSE, ou en tout cas, la fonction est assurée souvent par le DG ou par le ou la DG. Donc ça, c'est la première fonction qui est vraiment clé dans tout ce qui est engagement pour une entreprise. La deuxième fonction qui est clé, c'est la fonction ressources humaines. Aujourd'hui, il y a une grande partie des engagements et des valeurs des entreprises qui sont portées par l'action au quotidien des directions des ressources humaines. Et puis la troisième fonction, qui n'en est pas une, c'est plutôt finalement le board ou le comité exécutif d'un groupe. Si votre board, votre comité exécutif n'est pas prêt pour aller sur la question des valeurs, la question des engagements, c'est vrai que c'est compliqué quand vous êtes opérationnel dans une entreprise pour faire apparaître ce sujet.
Et est-ce que depuis que tu travailles justement sur les projets RH, tu as pu identifier des freins à l'engagement de certains collaborateurs parfois? Alors, en termes de frein, le frein principal qui revient, c'est souvent une disproportion entre le projet qu'on va avoir et Mhm. la réalité opérationnelle de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un point de vigilance à avoir et un conseil que je donnerais à toutes et à tous. En fait, si vous venez avec une idée d'engagement, avec voilà, j'ai envie de m'engager sur tel sujet, sur tel projet, il faut toujours réfléchir à est-ce que de façon opérationnelle, ça peut se concilier avec Mhm. mon activité, avec l'activité de mon équipe, avec l'activité de mon manager ou de ma manager. Et ça, c'est souvent le frein qu'on va retrouver parce que on a souvent des collaborateurs ou des collaboratrices qui viennent avec des super idées, Mhm. mais qui demandent un tel investissement en temps que ça Mhm. devient Un inconciliable frein. avec l'activité et avec son métier. Et à l'inverse, quand un collaborateur décide de s'engager, quels peuvent être les avantages? Alors, les avantages, en fait, ils sont à la fois pour le collaborateur et à la fois pour l'entreprise. Hein, c'est un peu un pacte gagnant-gagnant. Mhm. Pour le collaborateur, l'avantage de s'engager sur des sujets, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des sujets RSE, des sujets d'inclusion de diversité ou des sujets solidaires, c'est que déjà, dans un premier temps, ça va développer. Ça va te développer toi, ça va développer tes compétences, ça va t'amener à travailler sur des sujets et avec des méthodes que tu n'aurais pas forcément maîtrisées sur le poste que tu occupes. Ça, c'est le premier avantage pour toi si tu t'engages. Le deuxième avantage, et c'est quand même important quand on commence sa carrière et sa vie professionnelle, Mhm. c'est que souvent, ce genre de sujet, ça te permet de te constituer un réseau en interne. Mhm. Et ça, c'est super important parce que si tu t'engages sur des sujets solidaires, tu retrouves des gens qui sont passionnés, qui sont motivés par des valeurs, par des convictions profondes. Et en fait, tu vas facilement nouer des contacts, nouer des liens avec des gens que tu n'aurais pas forcément rencontrés dans des grandes entreprises. Voilà, quand tu es dans une entreprise avec 3000 personnes, bah, tu vas pas rencontrer tout le monde Mhm. pendant ton alternance ou sur ton premier job. Par contre, si tu t'engages sur un sujet, bah, tu vas rencontrer des gens qui font des métiers totalement différents du tien et c'est ultra enrichissant, à la fois parce que ça te permet de mieux comprendre le groupe et puis aussi parce que ça te permet de te constituer ce fameux réseau interne. Donc ça, c'est le deuxième avantage que je vois. Et puis le troisième avantage, c'est que tu développes quand même des compétences. C'est-à-dire que Mhm. si demain, tu es recruté sur un poste X ou Y, mais en fait, si tu vas t'engager sur un sujet, dans un projet qui est porté par ta direction RSE ou par une association interne qui existe déjà, bah, tu vas être amené à avoir des activités, à mettre en place des actions qui ne sont peut-être pas ce que tu as l'habitude de faire au quotidien, et ça te permet de te développer. Donc, il y a vraiment un triple avantage à s'engager. Et puis pour l'entreprise, c'est aussi, j'en dis quand même un mot, hein, mais c'est aussi intéressant d'avoir des collaborateurs et des Mhm. collaboratrices qui s'engagent parce que déjà, ça te permet bah, finalement de faire vivre les convictions et les valeurs de l'entreprise à travers une réalité concrète qui est les projets portés par les gens dans ton entreprise. Et d'autre part, ça te permet aussi bah, de mobiliser des énergies sur un projet collectif, un projet commun. Et aujourd'hui, dans des entreprises qui cherchent quand même sans cesse à donner du sens à ce qu'elles font Mhm. et à partager ce sens avec leurs salariés, c'est super important. C'est justement la question que j'allais te poser déjà. Est-ce que tu as pu identifier ou un jour, est-ce que tu as un exemple d'un étudiant qui aurait, ou un alternant qui aurait mené à bien un projet et qui aurait permis de déclencher un poste pour lui par la suite? Et est-ce que ça peut déclencher potentiellement une embauche? Alors, des exemples concrets, j'en aurais pas à citer, même si voilà, j'ai eu connaissance de certains cas, mais est-ce que ça peut déclencher des embauches? Oui, clairement. Ok. C'est-à-dire que nous, on a des postes qui se sont créés, qui n'existaient pas dans l'entreprise, qui se sont créés parce qu'on a des gens qui se sont emparés de certains sujets, notamment sur notre politique inclusion diversité, voilà, qui se Mhm. sont tellement bien emparés des sujets que finalement, on a pérennisé un poste pour eux sur ce sujet-là. Donc oui, ça peut créer des opportunités. Ça ne sera pas la seule chose qui te permet de créer une opportunité, hein. Mhm. Il ne faut pas non plus survendre l'engagement comme c'est l'engagement qui va me permettre de décrocher un job. Il faut quand même être performant sur son poste, s'être bien intégré dans Ouais. l'entreprise, voilà, s'être approprié les codes. Mais en tout cas, si tu t'engages sur des sujets en interne, sur des projets en interne, tu démultiplies tes chances parce que Mhm. il faut aussi être réaliste, hein, ce qui conditionne aujourd'hui souvent quand même une embauche ou une création de poste ou le fait que tu sois sélectionné sur un poste, bah, c'est le réseau dont tu disposes et Mhm. l'image que tu as envoyée de toi dans l'entreprise. Et ça, si tu t'es engagé sur des sujets, bah, tu l'as travaillé, tu l'as peut-être amélioré et tu augmentes tes chances. C'est un des facteurs. Juste avant, tu parlais de la quête de sens. C'est vrai que la quête de sens chez les jeunes talents, bah, c'est un des sujets primordiaux en ce moment. Est-ce qu'il y a un lien entre l'engagement et la quête de sens? C'est ce que tu commençais à parler tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Alors,
En fait, on est quand même on est sur un mouvement de fond. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans la fonction RH et c'est vrai qu'en 10 ans, j'ai vu l'évolution. C'est-à-dire que il y Mhm. a 10 ans, c'est vrai que la notion de sens, la notion d'engagement, on en parlait assez peu dans les entreprises. C'était approprié par certaines personnes, mais c'était quand même pas dominant dans le discours des entreprises. 10 ans plus tard, en fait, aujourd'hui, vous faites un tour sur LinkedIn, vous avez toutes les entreprises qui Mm. font publicité et communication sur leurs engagements, sur les projets associatifs, humanitaires, sur les partenariats qu'elles peuvent avoir. Donc c'est vrai qu'il y a eu un vrai mouvement de fond qui accompagne une quête de sens des collaborateurs. Les deux sont intimement liés, hein. C'est aussi parce qu'on a des collaborateurs, et notamment des jeunes collaborateurs, même si ça n'est pas que, qui sont de plus en plus interrogés par cette notion de sens, que les entreprises ont développé derrière tout un arsenal de projets, de structures qui permettent à ces collaborateurs de s'engager. Donc les deux sont vraiment liés. Et aujourd'hui, c'est quand même, il faut le dire, hein, c'est un facteur d'attraction pour les Mhm. entreprises. Ouais. Avoir des politiques d'engagement des collaborateurs structurées, permettre aux gens de s'engager sur leurs convictions, sur leurs valeurs, ou en tout cas de le faire savoir aussi. C'est un plus pour attirer des talents parce qu'il y a pas mal d'études qui sont sorties, on ne va pas les citer, mais c'est aujourd'hui quasiment le premier critère pour un jeune talent, hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire mon choix entre une entreprise X ou Y? Bah, c'est finalement est-ce que l'entreprise elle répond à mes valeurs? Quel est son impact sur l'écosystème dans lequel elle évolue? Est-ce qu'elle a un impact positif ou pas? Et est-ce que je me reconnais dans cette entreprise? Et c'est devenu un critère de choix majeur aujourd'hui. Alors là, je me mets dans la peau d'un stagiaire ou d'un alternant qui intègre une entreprise. Comment peuvent-ils faire pour s'engager sans en faire trop, être force de proposition, mais trouver le juste milieu? Ouais, alors c'est une très bonne question parce que on peut souvent avoir une démarche involontairement qui est un peu maladroite. Mm. En fait, le premier conseil que je pourrais donner, c'est renseignez-vous. Aujourd'hui, dans la plupart des entreprises dans lesquelles vous allez travailler, il y a déjà des structures internes qui existent. Alors, quand je parle de structures, ça peut être des directions RSE ou des personnes aux ressources humaines qui travaillent sur ces sujets, mais ça peut aussi être des associations internes de collaborateurs qui se sont organisés sans le soutien de leur direction Mm. et qui ont créé leur propre asso interne. Donc déjà, renseignez-vous, essayez d'avoir une petite cartographie de ce qui existe dans votre entreprise, parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que de venir avec une idée qui est déjà portée par l'entreprise et Ouais. par des collaborateurs qui sont engagés sur le sujet depuis des mois et de leur dire, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire, ça marche Ouais. pas. Donc, premier conseil, vraiment renseignez-vous. Euh, le deuxième conseil que je peux donner, c'est il faut essayer quand même d'être dans une posture d'humilité sur ces sujets-là. Euh, En fait, moi, je travaille sur ces projets au sein du groupe Canal+, mais j'y connais beaucoup moins, enfin, je connais beaucoup moins bien ces sujets, ces projets que les partenaires associatifs avec qui je travaille. Mm. Bah, c'est la même chose quand vous vous présentez auprès des gens qui peuvent déjà travailler sur ces sujets dans l'entreprise. Il faut leur dire que voilà, vous avez envie de réfléchir, de vous engager, de vous mobiliser sur un sujet et leur demander, être dans une posture d'ouverture et d'écoute, leur demander comment est-ce que je peux faire. Vous pouvez déjà avoir votre idée préconçue, hein, vous pouvez déjà avoir en tête, voilà, je veux avoir tel projet, j'aimerais bien que telle association puisse développer quelque chose avec mon Mm. entreprise, mais il faut vraiment venir en posture d'humilité parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et alors, ça tu me l'as écrit dans le document envoyé, mais il y a des règles d'or pour toi pour bien pitcher son projet et avoir le bon ton. Tu en as déjà cité quelques-unes, mais parmi celles-ci, il y avait ne pas personnaliser le refus. Je trouve que c'était intéressant de l'évoquer. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, c'est quand même important parce que, en fait, dès qu'on est sur des sujets d'engagement, on en a parlé un peu depuis le début, mais Mhm. on va être sur des questions de valeurs personnelles qui sont très fortes. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance inconsciemment à prendre un refus comme une attaque presque personnelle envers ce en quoi je crois. Il faut vraiment pas le considérer comme ça. C'est-à-dire que la règle d'or par rapport à ça, c'est de se dire que si on refuse, enfin si l'entreprise refuse de soutenir ou de t'accompagner sur un projet, bah, c'est souvent parce qu'elle n'a pas la capacité de le faire. Mhm. C'est pas parce qu'elle ne croit pas en ton projet ou qu'elle n'est pas d'accord ou qu'elle pense que c'est des valeurs qui ne sont pas les siennes. Souvent, c'est parce que opérationnellement, c'est compliqué à faire. Donc, c'est vraiment important. Il ne faut pas personnaliser le refus. Maintenant, en termes de règles d'or, si tu veux pitcher et réussir à convaincre pour embarquer des gens et engager l'entreprise sur des choses auxquelles tu crois, en fait, il faut quand même être un peu smart et un peu intelligent dans la manière dont on aborde le sujet. Une entreprise, ça reste un business et il faut essayer de lui montrer quand même quel est l'impact positif que ça peut avoir pour elle que de Mhm. s'engager sur un sujet X ou Y. L'impact, il est souvent facile à trouver, hein. Ça va être une amélioration de la qualité de vie des collaborateurs, une Mhm. amélioration du bien-être, c'est développer des nouveaux partenariats, c'est pourquoi pas travailler sur la réputation de l'entreprise.
il faut réfléchir un petit peu. Il faut essayer de pitcher ça auprès peut-être dans un premier temps auprès de personnes qui sont pas décideurs pour voir si on arrive déjà à convaincre son collègue de bureau. Si on arrive à convaincre son collègue de bureau, bah, on est déjà en bonne voie pour convaincre son manager, son RH ou son directrice RSE. Ça, c'est le deuxième conseil que je peux donner. Il y a un troisième conseil que je donnerais aussi qui est soyez souple avec votre idée. C'est-à-dire que ça rejoint un peu ce qu'on a évoqué, mais vous pouvez venir avec une idée, avec peut-être même un projet déjà qui est un peu structuré. Il faut accepter de le faire bouger. Il faut accepter de faire bouger votre idée de départ. C'est toujours une question d'équilibre et de balance dans l'entreprise. Il vaut mieux que le projet il soit peut-être un peu moins dimensionné que ce que vous aviez en tête au départ, mais qu'il aboutisse et que votre entreprise vous accompagne, plutôt que de venir avec une super idée, mais qui ne se réalisera jamais parce que ce n'est pas compatible avec les agendas ou avec l'activité. Et est-ce que tu dirais que l'engagement doit se faire savoir? Est-ce qu'il faut en parler autour de soi? Ouais, tout à fait. Alors, c'est un peu... je vais peut-être me répéter un petit peu, mais c'est une notion d'équilibre. Bien entendu, l'engagement, on en a parlé, ça permet de se faire connaître dans l'entreprise, ça permet de développer un réseau, ça permet de travailler son image interne. C'est toujours mieux d'être assimilé à quelqu'un qui est engagé sur des valeurs et sur des sujets de société progressistes que d'être assimilé à quelqu'un qui n'est pas du tout engagé, qui est très égocentrique et égoïste, c'est sûr. Pour autant, on reste sur quelque chose qui doit être une démarche quand même désintéressée et quand même altruiste. Donc, il y a un équilibre à trouver entre je fais savoir et finalement, je ne fais ça que pour me faire voir. Et est-ce que, là, par exemple, on recontextualise, dès l'entretien, est-ce qu'un alternant, premier emploi, jeune diplômé, etc., peut demander les engagements d'une entreprise? Et est-ce que ça peut lui permettre de se démarquer? Ouais, alors moi, c'est un conseil que je donne, notamment sur des alternances. Alors, bien sûr, pour tous les types de recrutement, mais surtout pour des alternances, parce que qu'est-ce qui va faire la différence finalement quand on recrute un alternant? C'est aussi pour le recruteur de voir est-ce que la personne qu'on recrute, elle va aller plus loin que juste la mission qu'on va lui confier. Est-ce qu'elle est capable d'être curieuse sur d'autres sujets, d'aller s'intéresser, d'aller questionner les valeurs de l'entreprise et peut-être de m'apporter quelque chose que je n'avais pas imaginé dans la fiche de poste. Donc ça, c'est un vrai plus. Moi, je recommande de poser la question en entretien. Et puis, je recommande aussi de poser la question pour une raison très simple, qui est que si les valeurs de l'entreprise, elles sont complètement en non-adéquation avec vos valeurs personnelles, bah, c'est mieux de le savoir tout de suite. Si vous êtes ultra engagé sur un sujet, mais que vous comprenez tout de suite que l'entreprise, ça ne l'intéresse pas, elle ne se mobilisera pas sur le sujet, c'est mieux de le savoir plutôt que d'être un petit peu désabusé par la suite et de s'en rendre compte une fois qu'on est en poste. Et est-ce que tu recommandes de noter ses engagements sur son CV? Là encore, est-ce qu'on peut y trouver une différence? Ouais, sur le CV, sur la lettre de motivation, c'est intéressant de le noter. Ce qui est encore plus intéressant que de l'écrire, c'est de savoir en parler. Et là, ça reboucle un peu avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur finalement qu'est-ce que tu développes quand tu t'engages dans une entreprise ou quand tu t'engages ailleurs que dans une entreprise, si tu as une activité associative par exemple. Il faut être capable d'en parler et de dire ce que ça a développé chez toi. C'est ça qui va intéresser le recruteur en face de toi. C'est au-delà de tes convictions, de tes valeurs, parce que c'est toujours intéressant pour lui de voir si ça match ou pas avec l'entreprise. Ce qui va l'intéresser, c'est qu'est-ce que tu as développé comme compétence quand tu as porté tel sujet dans une asso, ou quand tu as travaillé sur tel projet humanitaire ou tel projet avec un impact social positif. C'est ça qui va l'intéresser. Et j'irai encore plus loin, plus que des choses techniques. Je pense à, j'ai pu monter un budget pour mon association. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent en entretien. J'ai géré mon association étudiante ou c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Plus que ça, ce qui va intéresser la personne en face de toi, c'est qu'est-ce que tu as développé comme soft skills, qu'est-ce que tu as développé en termes professionnels grâce à ces missions-là. Et en fait, là, je pense à des exemples concrets qu'on a pu, moi, que j'ai pu rencontrer avec des alternants chez Canal+, par exemple. Ça a permis à certains alternants d'assister à des comités de direction auxquels ils n'auraient jamais assisté auparavant et d'être en interaction avec des gens qui sont des gens du COMEX, avec des gens du CODIR. Et ça, il faut être capable d'en parler. C'est-à-dire que si je le marque sur mon CV, après, il faut que je sois capable de dire, grâce à tel projet auquel je me suis engagé, j'ai pu pitcher devant des gens qui étaient d'un niveau hiérarchique ultra important et j'ai réussi à les convaincre. C'est ça qui va intéresser le recruteur en face de toi. Et tout à l'heure, tu disais s'engager, c'est bien, parce que finalement, ça permet de se créer un réseau en interne. Est-ce qu'on peut créer aussi un projet solidaire pour son mémoire, son projet de fin d'études? Alors ça va dépendre des entreprises, des entreprises et des écoles.
Moi, personnellement, j'ai eu des alternants. Je n'aurais jamais dit non à un alternant qui vient me voir et qui me dit, voilà, mon mémoire, j'aimerais faire un projet solidaire, qu'on Mm. réfléchisse à quelque chose ensemble. Bien entendu, je dis banco et on y va. Là, je pense que c'est vraiment du cas par cas, il faut creuser. Ouais. Surtout au niveau de l'école, je pense que les tuteurs et les tutrices en entreprise sont souvent assez libres, hein, sur les Ouais. sujets de recherche ou de mémoire de leurs alternants et alternantes. C'est plutôt les écoles qui souvent sont des freins sur ce genre de choses. On est presque à 30 minutes, Benjamin. J'aimerais avoir ton dernier conseil en cette période particulière. On sait que les étudiants ont peut-être perdu leur stage, leur alternance, tout n'a pas été reconduit. Quel est le conseil, le principal conseil que tu aimerais, ou plusieurs même, que tu aimerais leur donner en ce moment? Alors, il y a plein de conseils que j'aimerais donner. Mhm. Moi, je suis un peu un optimiste, hein, de nature. Donc, le premier conseil, il n'en est pas vraiment un. C'est plutôt de dire, je suis sûr que ça va repartir et que ça va bien repartir. Je suis sûr que la période qu'on a traversée, qui est quand même très particulière, c'est une période qui va faire bouger dans les entreprises pas mal de choses, et qui va, si on reboucle sur l'engagement, permettre, voilà, de voir plein de projets Mhm. débuter, se concrétiser. Maintenant, pour les étudiants qui nous regardent, euh, voilà, je pense qu'il faut être capable de surmonter cette épreuve que moi, personnellement, j'ai pas connue en tant qu'étudiant et que voilà, vous êtes les premiers à la connaître. C'est un peu nouveau tout ça pour tout le monde. Je pense que la résilience dont vous aurez fait preuve pendant cette période, c'est quelque chose qui vous servira par la suite. Et que si vous avez été capable de traverser cette période où vous conjuguiez souvent vos études, une alternance et une période de confinement, bah, finalement, ça vous aura d'autant plus armé pour votre vie Mhm. professionnelle à venir. Merci beaucoup, Benjamin, pour tous tes conseils. Je t'en prie, Lisa, merci à toi. À très bientôt et chez vous, comme d'habitude, si vous voulez retrouver davantage de contenu, bah, vous allez sur notre page YouTube ou sur notre Insta en tapant jobteaser_fr et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau Visio Live.